Bonjour. Pour le vidéo d'aujourd'hui, je veux faire quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc, ce sera pas une vidéo littéraire, ça va être une vidéo politique. Ça fait un bout que j'ai envie de faire une vidéo politique. Alors, le sujet que j'ai choisi pour ce premier vidéo, c'est le communisme. Il y a différentes raisons. La première, c'est que je suis communiste. J'ai milité pendant 15 ans pour une organisation maoïste au Québec qui s'appelle le Parti communiste révolutionnaire. Sinon, je me suis fait attaquer dans les radios de Québec pour avoir osé porter le drapeau rouge dans une manifestation alors que j'étais accompagné de mes enfants. Dans les dernières élections provinciales aussi, il a été question de communisme. On a accusé Québec solidaire d'être communiste. Euh, donc, ce mot-là circule. Et puis, il faudrait savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est exactement le communisme? Et puis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de caricatures qui est fait du communisme. Puis, on s'attache aussi beaucoup à l'expérience qui a eu lieu au 20e siècle, particulièrement du côté est du rideau de fer. Donc souvent on va dire que le communisme c'est l'État qui est omniprésent, que l'ensemble de la propriété dans la société appartient au gouvernement et que c'est ça une société communiste. Euh, Tout ça est parti d'une expérience politique où la centralisation de la propriété était un moyen de lutte. Mais c'est pas ça le cœur du communisme, c'est pas ça le nœud du communisme. Alors j'ai décidé de nous ramener à ce qui est le premier texte en fait du communisme, qui est évidemment le manifeste de Marx et Engels. Bon, tout le monde connaît un peu l'ouverture, un spectre entre l'Europe, le spectre du communisme. On va sauter un peu pour aller au début du premier chapitre, la toute première phrase du premier chapitre. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe. C'est le premier nœud du communisme. Qu'est-ce qu'un communiste? C'est quelqu'un qui voit l'histoire politique comme une évolution des luttes entre différentes classes sociales. Évidemment, sous le capitalisme, les principales classes sociales sont la bourgeoisie et le prolétariat. Et là aussi, il y a beaucoup de stéréotypes. Il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées sans cesse. Un bourgeois, l'image avec le cochon en haute forme, avec le cigare qui se promène en limousine, quelqu'un qui est avide d'argent, le prolétaire qui est souvent sale, en vêtements vieux. Qu'est-ce que c'est exactement la bourgeoisie, puis qu'est-ce que c'est exactement le prolétariat? Là, on a une note de bas de page qui est écrite par Engels et qui date de 1888, qui dit « Par bourgeoisie, on entend la classe des capitalistes modernes qui possèdent les moyens sociaux de production et utilisent du travail salarié. Par le prolétariat, la classe des ouvriers salariés modernes qui ne possèdent pas de moyens de production et en sont donc réduits à vendre leur force de travail pour pouvoir subsister. » C'est ça la bourgeoisie et c'est ça le prolétariat. C'est rien d'autre. La bourgeoisie, c'est pas nécessairement quelqu'un de riche. Ça peut l'être, plus souvent qu'autrement, ça va l'être, mais c'est surtout quelqu'un qui possède des moyens de production.
Donc, d'une certaine façon, un propriétaire de restaurant possède des moyens de production. Puis on sait que dans le milieu de la restauration, il y a beaucoup de propriétaires dont la marge de profit est très mince. Donc, ils peuvent être endettés, ils peuvent être pauvres. C'est pas simplement parce qu'on est riche qu'on est bourgeois. C'est une place dans les moyens de production, donc dans la production sociale qui a lieu. C'est une place qu'on occupe, la bourgeoisie. C'est la place de posséder des moyens de production et d'employer des salariés. Par opposition, le prolétariat, c'est des gens qui possèdent pas les outils avec lesquels ils travaillent, qui possèdent pas les lieux où ils travaillent, ils ont leur force de travail. Est-ce que ça leur empêche d'accumuler de la richesse? Non. Il existe certains prolétaires qui ont des très bons salaires. Et avec ce salaire-là, ils peuvent même éventuellement, ça s'est vu, se sortir du prolétariat et devenir bourgeois. Donc, la pauvreté épouvantable, la misère crasse est pas systématique chez le prolétariat. Même si, plus souvent qu'autrement, c'est là qu'elle va se trouver. Mais encore là, on est dans une position sociale par rapport aux moyens de production, donc les façons de faire, de produire dans une société. Et c'est là que l'intervention à l'État apparaît. Quand on dit sous le communisme, le gouvernement possède tout. Parce que ça a été un outil pour essayer de s'accaparer ce qui étaient les moyens de production. Parce qu'on ne voulait pas que la bourgeoisie puisse profiter des moyens de production. Et puis, on a voulu défaire quelque chose de très technique. C'était pas tant un vœu moral que les choses aillent de la façon la plus équitable possible, qu'on a un problème technique. On sait que l'exploitation est liée à ce que Marx appelle la plus-value. Si vous allez dans Le Capital, qui est son œuvre maîtresse, il va expliquer ce qui fait la marchandise. Donc, il va parler de la valeur d'usage, de la valeur d'échange et éventuellement de la plus-value. Et il va trouver qu'il y a quelque chose de bien étrange qui arrive au moment où une marchandise apparaît dans le lien social. Et là, il y a le passage que je préfère dans tout le Capital, qui est dans la section le caractère fétiche de la marchandise et son secret. C'est le premier paragraphe de cette section-là, où là, Marx utilise une métaphore qui me fait sourire. Une marchandise paraît au premier coup d'œil quelque chose de trivial et qui se comprend de soi-même. Notre analyse a montré au contraire que c'est une chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d'arguties théologiques. En tant que valeur d'usage, il n'y a en elle rien de mystérieux. Soit qu'elle satisfasse les besoins de l'homme par sa propriété, soit que ces propriétés sont produites par le travail humain. Il est évident que l'activité humaine transforme les matières fournies par la nature de façon à les rendre utiles. La forme du bois, par exemple, est changée si on en fait une table. Néanmoins, la table reste bois. Une chose ordinaire qui tombe sous le sens. Mais, dès qu'elle se présente comme marchandise, c'est une toute autre affaire. À la fois saisissable et insaisissable, il ne lui suffit pas de poser ses pieds sur le sol. Elle se dresse, pour ainsi dire, sur sa tête de bois, en face des autres marchandises, et se livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser. On se ramasse avec des tables qui dansent.
Et ça, c'est un problème, parce que c'est aussi quelque chose qui va distinguer le communisme d'autres positions politiques. On peut penser à la social-démocratie, à l'anarchisme. Le communisme n'a vraiment pas le monopole de la vertu. C'est pas une position politique qui est la seule à souhaiter une égalité entre les êtres humains, qui va s'opposer aux écarts de richesse grandissants qu'on va rencontrer dans le capitalisme. La distinction entre le communisme et les autres positions politiques, c'est qu'elle part de l'analyse matérielle du contexte. Elle dit, si vous voulez régler le problème, il suffit pas d'avoir de bonnes idées et de dire ces bonnes idées pour que la transformation se fasse. On a affaire à une transformation matérielle des choses. Les marchandises, c'est matériel. La valeur, la monnaie, c'est matériel. Et l'exploitation est également matérielle. Donc, la solution pour mettre fin à l'exploitation est une solution matérielle. Et c'est là qu'il y a eu toutes les expériences passées. C'est là qu'il y a eu aussi des erreurs. C'est là qu'il y a eu des problème. Parce que on se demandait comment faire matériellement pour abolir les distinctions de classe. La solution qui a été trouvée, c'est celle d'utiliser l'État. Est-ce que c'est la meilleure? On ne le sait pas. On n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. On sait que ce qui a eu lieu a créé toutes sortes de problèmes. Mais c'est faux, ceci dit, de dire que les communistes ont un fétiche de l'État. Les communistes ne souhaitent pas que le gouvernement soit partout. Ils ne souhaitent pas non plus que l'État perdure sans cesse dans le temps. J'ai avec moi le célèbre petit livre rouge des citations du président Mao Tse-tung, dictateur reconnu du communisme. Même lui, qui a été à la tête d'un État pendant des années et qui est reconnu pour ses répressions, ne cherchait pas le maintien de l'État. Ce qu'il souhaitait, c'était l'abolition de l'État, aussi surprenant que ça puisse être. Et d'ailleurs, tous les Chinois qui étaient obligés de lire ce livre devaient tomber à la page 42 sur cette citation. Ne voulez-vous donc pas supprimer le pouvoir d'État? Si nous le voulons, mais pas pour le moment, nous ne pouvons pas encore le faire. Pourquoi? Parce que l'impérialisme existe toujours, parce que la réaction intérieure existe toujours, parce que les classes existent toujours dans le pays. En somme, qu'est-ce que le communisme? C'est une théorie politique qui souhaite l'abolition des classes sociales. Est-ce que l'État est le meilleur moyen? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui est sûr, c'est que si on veut prouver le contraire, il faut trouver un meilleur moyen d'abolir les classes sociales. Et pour ça, disons qu'on a du pain sur la planche. Au revoir.